Sur Internet, certaines images font comme des boules de poussière. Beaucoup tentent de les faire disparaître sous le tapis du macadam, mais quand on cherche un peu, on finit toujours par buter dessus. Un vélo qui tourne tout seul sur sa pédale. Ou encore cette roue qui s'emballe après la chute. Un deuxième discret changement de vélo capté par le téléphone d'un spectateur avant une victoire dans le Tour des Flandres. Enfin, cette tranche de vie du dernier Tour d'Espagne. À toutes ces images, les intéressés ont donné des explications plausibles. Pourtant, elles continuent d'alimenter la rumeur devenue une légende, celle de moteurs électriques cachés dans les vélos des champions. Pour rencontrer le premier personnage important à avoir parlé publiquement de moteurs dans les vélos, il faut se poser en Italie, au bord de l'Adriatique, entre Bologne et Rimini. Davide Cassani est aujourd'hui manager de l'équipe d'Italie, après 8 Tours de France, 11 Giro et 3 victoires d'étape. Il a aussi été consultant vedette de la RAI. C'est un homme posé et prudent. Pourtant, dès mai 2010, il met les cale-pieds dans le plat. Pendant le Tour d'Italie 2010, lors d'une émission, on parlait des moteurs cachés dans les vélos. Et certains disaient que ce n'était pas possible d'en installer et de les faire fonctionner. Le lendemain, j'appelle un ami qui me dit « Si tu veux prouver l'existence du moteur, demain je t'amène un vélo et tu pourras dire si ce moteur existe ou non. » Quando si dice un corridore va come una motocicletta, le biciclette truccate esistono e noi oggi abbiamo una prova. L'ho provata, vi posso dire che se io corressi con questa bicicletta potrei vincere delle tappe al Giro d'Italia nonostante io abbia 50 anni. E adesso vi facciamo vedere il meccanismo. Interrupteur à la cocotte de frein et moteur électrique invisible dans le pédalier. Davide Cassani n'en parle pas, mais à ce moment-là, tout le monde se rappelle une image troublante 2 mois plus tôt. Dans le Tour des Flandres 2010, Fabian Cancellara, au pied du mur de Grammont, a un changement de vitesse à la cocotte de frein qui intrigue. Sans se lever de la selle, il a accéléré. Là, c'est le compte de Cancellara qui oblige Tom Boonen à se mettre en danseuse. Suave et aérien, Cancellara s'envole sur des pentes à 20% et laisse désarticuler le Belge Tom Boonen, pourtant double vainqueur des Flandres. Une semaine plus tard, après plusieurs changements de vélo sans stress, le Suisse remet ça pour remporter Paris-Roubaix. Il change encore de vélo, hein. Il nous a dit « Ah, j'avais un petit problème mécanique, finalement, j'ai changé, j'ai repris. » Moi, j'y crois pas une seconde. Puis, son démarrage à 50 à l'heure fait passer les autres pour des cadets. Fabian Cancellara niera toujours avec force une quelconque aide mécanique. Mais ces 2 victoires coup sur coup sont à l'origine de la rumeur, de tous ces bruits de moteur dans le peloton. Depuis le vélo de Davide Cassani, la technologie a changé de braquet. Il faut pousser la porte d'une boutique de cycle à Empoli, en Toscane, chez l'orfèvre du moteur caché, mais légal. Alors voilà le moteur. Ici, dans le tube de selle, la partie électrique, et en dessous, voilà le moteur. Et voilà la plus belle. Alessandro produit chaque semaine pour cyclotouristes aisés 2 exemplaires de cette machine tout carbone à 10 000 € et surtout 150 watts de puissance fantôme. Aucun fil ne dépasse, moteur batterie planqué, même le contacteur a disparu. Sous la guidoline. À quelques kilomètres de là, Vinci. Village célèbre pour avoir vu naître Leonardo et pour les cyclistes à cause de sa fameuse côte à 10%. Notre testeur, Adriano, 68 ans, avale la bosse sans broncher. Les 150 watts du moteur font leur office. Bon, mais là, le moteur est toujours une légende. Comment prouver ce dopage mécanique? Impossible à l'œil nu, sauf si, comme on dit, nous revoyons l'image sous un autre angle. Ah ben là oui, évidemment. Dans le capteur d'une caméra thermique, le mystère devient lumineux. En action,
la batterie et le moteur au-dessus du pédalier dégagent de la chaleur. En imagerie infrarouge, cette partie du cadre apparaît incandescente. Notre premier test fonctionne. Pour fêter ça, Alessandro nous montre même son truc pour épater les filles. Et hop, sans les pieds, le vélo pédale tout seul. Bon, faut vous dire, l'expression « le vélo pédale tout seul » n'est pas de nous. Attaque de Froome, attaque de Froome. Souvenez-vous, été 2015. Et là, on a tout simplement l'impression que Christopher Froome, son vélo, pédale tout seul, qu'il avance. C'est fantastique, c'est beau à voir évidemment, mais nous nous trouvons dans une pente à plus de 12%, donc bien sûr que ça interpelle. Tour de France, 10e étape, la Pierre-Saint-Martin, sur la Moto 1, notre consultant Cédric Vasseur n'en croit pas ses yeux. Il n'arrive toujours pas à comprendre comment Christopher Froome peut faire pour tourner à 110 tours minute dans un col comme celui-là. Pour justifier les exploits de son champion, l'équipe Sky fournira des données physiologiques de Chris Froome. Des chiffres que seul Sky maîtrise, mais cohérents. Ainsi s'éteindra l'incendie que ses jambes de feu avaient allumé. Pendant ce temps, dans la coulisse du Tour 2015, les performances de quelques-uns font grincer les pignons et les dents du peloton. Témoin, Jean-Pierre Verdy. Des managers sont venus me voir avant le départ, et même des coureurs. Quand je leur demandais s'ils avaient des informations sur des gens qui se dopaient, ils me disaient le problème qu'il y a actuellement, ce sont les moteurs. Il est aujourd'hui retraité, mais l'été dernier, Jean-Pierre Verdy était encore directeur des contrôles à l'AFLD, l'agence française antidopage. Et il lui est rarement arrivé dans sa carrière de collecter autant de témoignages sur une même rumeur. Il en parle publiquement pour la première fois. Ils en avaient marre, ils étaient écœurés, ils avaient des suspicions sur certains coureurs et certaines équipes, ou certains coureurs de certaines équipes. Des top coureurs, des top équipes ou des équipes lambda, moyennes? Non, des coureurs de haut niveau, quoi. De très haut niveau? De très haut niveau. Mais on ne peut pas donner de nom. Bien sûr que non. Toujours, on est dans le même système. Et tant qu'on n'a pas de preuves, on ne peut pas accuser. Alors, caméra thermique en bandoulière, partons pour un test grandeur nature. Toujours en Toscane, autour de Sienne, sur la Strade Bianche. Une course internationale prisée par des vedettes comme Peter Sagan ou Fabian Cancellara pour préparer la saison. Particularité ? Le parcours emprunte des chemins blancs parsemés de terribles côtes, celles où s'entraînaient Fausto Coppi et Gino Bartali. Notre but n'est pas de désigner des tricheurs, mais de prouver qu'avec une simple caméra thermique à moins de 100 € par jour, on peut détecter des sources de chaleur anormales et au besoin déclencher des contrôles, une technologie écartée par l'UCI. Nous nous postons dans des pentes à plus de 10%, mais depuis le cas de la jeune Belge, on dit que la peur aurait fait ranger les moteurs. C'est ce que confirment les premières images. Pas de rougeur suspecte dans les cadres ou les pédaliers. Jusqu'à un couple de coureurs. Et un détail qui va attirer notre attention. Ici, le moyeu arrière, les bases de fourche sont plus chauds que le reste. Nous montrons l'image à un expert, ingénieur en imagerie thermique. Effectivement, je m'aperçois qu'ici, on est plus chaud que sur ce vélo. Au même endroit. Au même endroit. À la même température atmosphérique. À la même vitesse. Et à la même vitesse. Là, on le voit bien, hein. On a toujours ici, là, ici donc c'est chaud. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de regarder là, puisque tout à l'heure, je pensais qu'on avait de la réflexion, mais on garde toujours ce point chaud à cet endroit. Donc là, je pense qu'une levée de doute physique... Une inspection de matériel? Ouais, je pense que ça pourrait être pas mal. Si on démontait, on ne trouverait peut-être rien ou peut-être ce système. Un petit moteur serti dans le moyeu de la roue arrière et alimenté par des batteries lithium-ion. Une des installations dont on suspecte l'utilisation. Poursuivons. Le Grand Fondo de Cecina, à 100 km au sud-ouest de Florence. Un type de course qui mélange 2000 amateurs et une centaine de semi-pros. Dans un groupe de coureurs qui poursuit la tête de course, un pédalier attire notre attention. Le centre du pédalier orange apparaît plus chaud que le reste et surtout plus chaud que les pédaliers des autres coureurs qui, eux, restent bleus ou mauves. Ici, c'est quand même assez localisé, c'est même très localisé. Ici, je vois ma variation de température. Ici, je suis un petit peu plus dans des couleurs basses. Et ici, chaude. C'est quand même assez localisé. Donc, moi, je peux estimer qu'effectivement, on a un point chaud.
Alors, nous montrons le résultat de notre collecte au patron du cyclisme mondial. Juste avec une simple caméra thermique. Peut-être qu'il y a une explication toute simple. C'est peut-être des frictions. Je ne sais pas. On ne peut pas dire « il y a un moteur dans ce vélo ». Mais on peut avoir une suspicion et contrôler après la course. Absolument. Il a fini 4e. Mais à la fin, il n'y avait plus de lumière dans le pédalier. Intéressant. Depuis son élection, les moteurs ne cessent de bourdonner aux oreilles du président de l'Union cycliste internationale. Pourtant, c'est Brian Cookson qui a rendu ce système officiellement illégal en 2014, juste après son arrivée. Car incroyable, mais jusque-là, malgré le contexte, personne n'avait jugé utile de préciser cela dans le règlement. La propulsion de la bicyclette est assurée uniquement par les jambes, sans assistance électrique ou autre. Bon, mais depuis 2014, l'UCI se donnait-elle vraiment les moyens de trouver d'éventuels tricheurs? Certains en doutent. On avait alerté l'UCI et bon, on avait demandé des contrôles et les contrôles s'étaient cantonnés uniquement dans le contrôle du poids de chaque vélo. Donc ils n'ont jamais voulu vérifier la roue arrière et le pédalier. Ils se contentaient de peser les vélos. Sur le Tour d'Italie 2015, la suspicion était même étalée au grand jour par Super Mario Cipollini lui-même. Mi vedo che ogni volta che c'è un arrivo in salita, un arrivo importante, lui si ferma e cambia la bicicletta. Ce voltigeur de vélo au pied d'école, c'est Alberto Contador. Jusqu'à la 18e étape. En bas de la montée de Verbagna, on signale qu'il a échangé sa roue arrière avec son coéquipier Basso. Puis il se détache du peloton, termine 2e de l'étape, conforte son maillot rose et va remporter le Giro. Quand les commissaires annoncent un contrôle inopiné des vélos par scanner. Ce contrôle le voici filmé par notre confrère Marco Bonarigo. En attendant le contrôle, on remarque le mécanicien de Contador très attentif à la roue arrière et à son bracelet montre. Et oui, c'est dingue, on voit rarement quelqu'un autant tripoter sa montre et jamais regarder l'heure. Bon, peu importe. L'UCI n'est pas sur le même fuseau horaire. Sous la tente, en caméra cachée, surprise, une table de camping mais pas de scanner. On fait démonter le pédalier mais pas la roue arrière. Contrôle infructueux, le maillot rose est blanchi de toute suspicion. Bonjour à tous, il est 13h. Bienvenue. Une première, un petit moteur dissimulé dans un cyclocross lors d'une compétition internationale. Mais la situation devenait intenable pour l'UCI. En janvier dernier, elle lance un système de détection inauguré malgré elle par la Belge Femke van den Driesch. Et ne dites pas à Brian Cookson qu'attraper un petit poisson arrange bien les gros. Est-ce qu'on pensait qu'on allait trouver une jeune fille de moins de 23 ans en train de tricher de cette façon? Non, évidemment. Est-ce qu'on a couvert cela? Non, évidemment. Est-ce qu'on a lancé ces contrôles dans l'espoir de n'attraper personne dans le peloton? Évidemment non. On ne couvrira rien ni personne. On ne fera rien de caché. S'il y a des tricheurs, on les attrapera et on engagera des actions contre eux. Bon, résumons. Nous avons des images thermiques. L'UCI a un moteur mais refuse de nous le montrer. Elle affirme d'ailleurs l'avoir découvert par ce moyen dont voici les premières images au départ du dernier Paris-Roubaix. Une tablette, une application, un émetteur qui envoie des ondes pour détecter des aimants de moteur ou de roues magnétiques. À condition d'être très près. Un système donc qui fonctionne avant et après, mais sûrement pas pendant la course, contrairement à notre bonne vieille caméra thermique. Pour l'instant, l'UCI contrôle seulement une partie des vélos. Elle reste très discrète sur cette technologie car elle est encore en développement. Oui, ça va, Stefano? Bon, on commençait sérieusement à désespérer de le voir, ce fameux moteur. Quand, après plusieurs semaines, un intermédiaire nous a arrangé un rendez-vous. À Budapest, un dimanche matin. On entre par l'arrière d'une boutique de cycles. Alors Stefano, ça va? Il nous attend, avec des réponses et des indices à nos questions. Mais d'abord, la preuve que c'est le bon interlocuteur. Le mini-moteur, le voilà. Ah, c'est ce que l'on chasse? Oui, c'est tout petit comme ça. Et voici celui dont tout le peloton parle depuis des années comme l'homme des moteurs cachés, Stefano Vargas.
Ancien coureur, mais surtout ingénieur et inventeur de génie, avec les moteurs électriques, il a trouvé une application à ses deux passions, le vélo et la physique. Au début, j'ai inventé ça pour aider. Parce que je vivais près de la frontière yougoslave et après la guerre, il y avait beaucoup de gens qui avaient perdu leurs jambes. J'avais donc beaucoup de clients qui n'avaient qu'une seule jambe. Et ils voulaient faire du vélo quand même. Cela représentait une grosse demande. Alors ce n'était pas conçu dans l'idée de tricher. Si quelqu'un invente le couteau, vous pouvez couper le pain avec, ou tuer quelqu'un, ça dépend qui l'utilise. Alors ce n'est pas de ma faute. L'engin, 2 cm de diamètre, 5 cm de long, une batterie lithium polymère dérivée des technologies militaires, c'est léger, discret et surtout hyper puissant. Pour ce moteur, on a combien de puissance? 40, 50 watts? Non, 250. Tu peux arriver à 250. Installé dans le pédalier. C'est tellement puissant. Essaie d'arrêter. Qu'on n'arrive pas à l'arrêter. Comme le progrès d'ailleurs. On peut mettre dans le pédalier ou dans la roue arrière? Yes, but la roue arrière is faible. La roue arrière, ça donne seulement 30-40 watts. You take only like 30 watts, 30-40 watts. Oui, mais c'est assez pour certains. Avec 2 roues, tu peux approcher 60 à 80. Mais le moteur s'est déjà dépassé. Pour nous, Stefano lève le voile sur une autre folle rumeur. Qu'est-ce que c'est, Stefano? Ça, c'est la roue, une simple roue. Normalement, cela ressemble à cela. Là, on ne voit rien. Mais si tu la tournes, ici, on installe tout l'appareillage électromagnétique. Et ça donne de 60 à 200 watts, oui. 60 à 200? La fameuse roue électromagnétique. Batterie dans le tube de sel ou ailleurs. Électroaimant dans la fourche. Des magnettes alimentées par la petite batterie cachée dans la jante. Quand on actionne le système, l'électrode crée un champ magnétique qui attire les aimants et actionne la roue. Invisible, officiellement c'est un prototype, mais il a un prix. De 50 à 200 000 euros. On ne sait jamais si quelqu'un voulait le tester. Ça peut pas être utilisé par des amateurs. Non. Je ne sais pas. 50 ou 200 000 euros, personne ne va faire du vélo avec une roue à 50 à 200 000 euros. Si ça ne servait à rien, je ne l'aurais pas inventé. Bien sûr. Et c'est piloté par le cardio du coureur. Oui, ou par télécommande, ou à distance. Par un téléphone ou une montre? Par une Breitling? Oui. Par une Breitling. La B55, elle est très à la mode dans le peloton. Oui, elle a une antenne et on peut faire absolument ce qu'on veut. Stefano confirme encore une autre rumeur du peloton. Chez certains, les montres ne servent donc pas qu'à donner l'heure. Bon, on n'allait quand même pas se quitter sans prendre une dernière petite tournée de thermique pour la route. Le point orange dans le pédalier ne convainc pas Stefano. C'est seulement les roulements. Parce que quand on force parfois, ça génère des frottements et de la chaleur à chaque tour. En revanche, notre roue arrière l'intéresse plus. Étrange. Oui, étrange. Dans la roue arrière, il peut y en avoir. Enfin, il y a une image fugace, un plan de moins de 2 secondes que nous avons repéré tardivement au milieu de 3 heures de rush. Difficile de voir à vitesse normale, mais au ralenti, alors là... Ça peut être un moteur celui-là. C'est chaud, ça a l'air chaud. Ça ressemble à quelque chose que vous connaissez? Ça vous rappelle quelque chose? Oui, comme vous l'avez vu. Reconnaître un moteur dans une roue, là nous pensons que dans ce domaine, Stefano a largement prouvé qu'on peut lui faire confiance. Précédemment, dans Moteur ça tourne. Depuis quelques années, des choses incohérentes se déroulent dans le peloton. Roue qui tourne toute seule, changement intempestif de vélo, le doute s'installe. Le problème qu'il y a actuellement, ce sont les moteurs. D'autant que jusqu'en 2015,
les tests de l'Union cycliste internationale laissent dubitatifs. Sous la tente, en caméra cachée, surprise, une table de camping mais pas de scanner. On fait démonter le pédalier mais pas la roue arrière. Contrôle infructueux, le maillot rose est blanchi de toute suspicion. Des moteurs dans les vélos. Personne n'en a jamais vu en course. Mais voici des indices grâce à des caméras thermiques. Ici, le moyeu arrière, les bases de fourche sont plus chauds que le reste. Je m'aperçois qu'ici, on est plus chaud que sur ce vélo. C'est peut-être des frictions. Je ne sais pas. On peut pas dire il y a un moteur dans ce vélo. Mais on peut avoir une suspicion et contrôler après la course. Absolument. Alors Stefano, À ces questions, un homme a la réponse. Le mini-moteur, le voilà. Ah, c'est ce que l'on chasse. Oui, c'est tout petit comme ça. Pour ce moteur, on a combien de puissance? 40, 50 watts? Non, 250. C'est tellement puissant qu'on n'arrive pas à l'arrêter. Rumeur, suspicion, moteur. 2016, l'UCI apporte une réponse. Détection par tablette magnétique. Mais pour qui roule vraiment l'UCI? C'est la question posée dans ce nouvel épisode. Moteur 2, ça tourne mal. Quelle relation peut-il y avoir entre 1. Le manager technique de l'UCI, Mark Barfield, l'homme chargé de trouver les moteurs cachés. 2. Harry Gibbons, un directeur d'une société de vélos électriques anglaise installée à Monaco. Et 3. Notre ingénieur hongrois Stefano Vargas, l'inventeur du principe des moteurs cachés dans les vélos de course. Normalement, entre eux trois, aucune relation ne semble possible, pourtant, elle existe. Et nous en avons trouvé la preuve. Le 3 mai dernier, l'UCI, qui jusque-là ne voulait pas communiquer sur son nouveau système de détection, organise une conférence de presse à la suite de notre reportage. Le maître de cérémonie, c'est Mark Barfield, directeur technique de l'UCI, patron de la lutte contre la fraude technologique. Mais ce jour-là, il a un message clair pour la presse. La caméra thermique n'est pas fiable et pour cela, il a soigneusement sélectionné certaines images de notre reportage. Ce que ça montre, c'est que la jambe cache la signature thermique du moteur. Mais jamais nos images d'échauffement de roues ne sont présentées. Le but de la démonstration... L'imagerie thermique peut marcher, mais dans certaines circonstances. Tandis qu'avec la tablette de l'UCI, que nous n'avons pas pu tester nous-mêmes, ça paraît si simple. Là, c'est intéressant. Au-dessus du moyeu, dans le tube de sel, nous avons une lueur. Et c'est une lueur consistante. La tablette émet un champ magnétique qui doit détecter les aimants des moteurs ou des masses cachées dans les tubes. Les cobayes, des vélos grand public à moteur prêtés par une société anglaise, Typhoon Bikes. C'est là qu'apparaît le deuxième personnage de notre histoire, Harry Gibbons. La tablette peut sans doute détecter avant et après la course, mais la caméra thermique est la seule à pouvoir détecter pendant la course. Et ça, visiblement, à l'UCI, on a du mal à le reconnaître. Vous pouvez détecter avec la tablette, là? Probablement non. Quand le pédalier tourne, non. Eh oui, c'est vrai. Pendant la course, quand ça tourne, c'est compliqué. Mais vous ne pourriez pas non plus mettre une caméra thermique sur une moto à côté de chaque vélo? La caméra thermique, visiblement, l'UCI n'en veut pas. Et ça n'est pas nouveau. Nous nous sommes procurés un échange de courrier entre le président de l'Agence française antidopage et le président de l'UCI après le Tour 2015. La FLD demande à l'UCI un meilleur contrôle du matériel des coureurs, ce à quoi l'UCI répond. Nous nous déclarons satisfaits du niveau de surveillance et de contrôle démontré lors de cette dernière édition du Tour de France. En retour, la FLD propose: le type de contrôle exercé pourrait également être perfectionné s'il était fait usage de caméras thermiques. L'UCI ne donnera pas suite. Mais les moteurs chez certains coureurs du peloton, les gendarmes de l'OCLAESP en charge des enquêtes antidopage en ont aussi entendu parler. Dès le 7 juillet 2015, quand le Tour arrive en France, le vent de la rumeur les saisit également. Dans les premiers jours, on a eu du renseignement par différentes sources, du renseignement sur une possible utilisation de moteurs électriques. J'ai pris le parti d'échanger avec les techniciens de l'UCI présents sur le Tour de France. Ça tourne autour de quelle date? 8, 9, 10 juillet, dans ces eaux-là.
On en parle à l'UCI le lendemain ou le surlendemain. Donc on est toujours dans les eaux vers le 10 juillet par là, quoi. Les dates sont importantes dans cette histoire, car en Bretagne, entre le 10 et le 12 juillet, les gendarmes mettent sous surveillance un visiteur un peu particulier du Tour de France. Disons que si on s'est intéressé à cette personne, c'était pas pour rien. Bon. Et ensuite, elle est restée très peu de temps, elle a disparu. Oui. Ouais. Enfin, en tout cas, à notre connaissance, cette personne n'est pas revenue sur le Tour de France. Selon nos informations, ce visiteur pris en filature, c'est lui. Notre ingénieur hongrois Stefano Vargas, le troisième homme. Il était bien sur le Tour de France entre le 10 et le 12 juillet. Quant à sa disparition soudaine de la caravane, elle a une raison et nous en avons un témoin surprenant. Cathy, how are you? I'm very good. How are you? Fine. Cathy, la femme de cet homme en jaune. Laurent Fignon a perdu le Tour de France 89. Greg LeMond l'emporte. Le matin du 12 juillet 2015, Cathy et Greg LeMond sont sur le Tour à Vannes, dans leur camping-car, en compagnie de Stefano Vargas. Greg LeMond possède sa marque de vélo et ils discutent de la possibilité de commercialiser des modèles électriques grand public aux États-Unis. Soudain, à 8h26, voici une tranche de vie que Cathy LeMond n'est pas prête d'oublier. Oui, on a été là pour le contrôlement par équipe et j'étais à côté de quelqu'un qui a beaucoup parlé avec Greg et moi sur le moteur et il a reçu un email de quelqu'un. Il a été surpris et il m'a montré l'email et dans l'email j'ai vu que c'était de Mark Barfield, je crois, de l'UCI et il a envoyé une alerte à Harry Gibbons. Vous avez vu que c'était une adresse mail UCI? Oui. Le gars, il m'a montré son téléphone et il m'a montré l'email et j'ai vu le logo UCI et j'ai noté les noms. Vous avez noté comment? Oui, j'ai mis sur ma main. J'étais choquée parce que j'ai pensé, l'UCI, c'est pas à eux d'avertir des gens. C'est à eux de trouver le moteur. Une âme de détective, Cathy. Elle prend aussitôt une photo de sa main. C'est un mail transféré. On distingue deux noms, Harry Gibbons et Mark Barfield de l'UCI. Le courriel d'origine date du 11 juillet, la veille. Nous nous le sommes procuré et cela ressemble bien à un signal d'alarme de Barfield, patron des contrôles de l'UCI, à son ami Gibbons. Salut, tu as un numéro de téléphone où je peux t'appeler tout de suite? Je suis avec la police française qui croit qu'un ingénieur hongrois est sur le Tour de France aujourd'hui pour vendre un vélo et rencontrer des équipes. Est-ce que ça pourrait être ton gars? Rappelle-moi, si tu peux. Voici le premier lien de l'affaire. Et voici ces deux hommes côte à côte au siège de l'UCI. Mark Barfield à gauche, le chef de la lutte antifraude, et juste à droite, voilà Harry Gibbons, le directeur de Typhoon Bikes, qui vient de stopper le moteur du vélo. Question: pourquoi Harry Gibbons doit-il absolument être prévenu en urgence d'une enquête des gendarmes? La peur d'un scandale? Peut-être. Car en 2015, Gibbons et Typhoon employaient Stefano Vargas, l'ingénieur hongrois, pour exploiter sa technologie. Voici une copie du contrat commercial que nous nous sommes également procuré. Il date de janvier 2015, 7 mois avant le Tour de France. Des fuites venant de l'UCI sur les investigations des gendarmes? Pour le CLAESP, c'est totalement impossible. Jusqu'à preuve du contraire. Si vous appreniez qu'il y a éventuellement eu des fuites à l'extérieur des instances de l'UCI sur vous, les actions que vous meniez, ça vous ferait quoi? D'abord, je serais surpris parce que je ne vois pas l'intérêt qu'aurait l'UCI, quelqu'un à l'UCI faire fuiter les informations de ce genre-là. Bon, je vois pas comment ça pourrait arriver. Mais voici la preuve du contraire. Le deuxième lien. Le 12 juillet au matin, Stefano Vargas, l'ingénieur hongrois, reçoit sur son téléphone le message d'origine de Mark Barfield de l'UCI, transféré par Harry Gibbons,
avec ce mot d'accompagnement de Gibbins. Extrait. J'étais en famille hier quand j'ai reçu ce mail d'un gars de l'UCI. La police française a ouvert une enquête sur le dopage mécanique. Je n'ai donné aucune information sur Stefano ou quelques anciens clients. Jusqu'ici, personne ne m'a demandé les noms des ingénieurs de Typhoon. Je n'ai pas besoin de vous dire, les gars, qu'il s'agit d'un très gros et sérieux problème. Résumons donc. Mark Barfield, haut responsable de l'UCI, est informé par les gendarmes qu'il surveille un ingénieur hongrois. Il partage cette information confidentielle par mail avec Harry Gibbins, qui lui n'est pas membre de l'UCI. Le lendemain, Gibbins transfère ce mail à Stefano Vargas, l'ingénieur hongrois, pour l'avertir qu'il est surveillé. Stefano Vargas disparaît. C'est ce qu'on appelle une fuite. Voilà. Il n'en restait plus qu'à faire confirmer par les intéressés. Bonjour, est-ce que je pourrais parler à Mark Barfield, s'il vous plaît? Il n'est pas là aujourd'hui, monsieur. D'accord. Demain, vous pouvez le trouver. Durant 2 jours, nous avons négocié une rencontre avec Mark Barfield et l'UCI. Finalement, rendez-vous en pleine Côte-du-Rhône à Tain-l'Hermitage, au départ de la 4e étape du Dauphiné libéré. Nous retrouvons Mark Barfield en plein contrôle avec sa tablette. Alors Marc. Salut Marc. Bonjour, comment allez-vous? Comment allez-vous? Ça va? C'est pour moi? Vous avez fini? Moi, je suis occupé toute la matinée. On vous le donne après? D'accord. Bien. C'est bien. On attend. Nous restons à proximité et sommes prêts à lui remettre le document. Mais soudain, il a visiblement une urgence et nous plante là. La visite guidée au pas de charge du joli centre-ville de Tain-l'Hermitage dure plusieurs minutes. Et nous le rattrapons juste en face du podium. Okay, Mark. Marc, Just wanted to give you that. on voulait vous donner ça. You read it and you say Vous to me regardez if you answer et our puis vous question. dites si vous voulez répondre à nos questions ou pas. Take your Prenez time. votre temps. Quelques instants pour lire et prendre une grande bouffée de réflexion. Et puis finalement, reconnaître et assumer totalement. Pour Mark Barfield, pratiquer ainsi, eh bien, c'est tout naturel. This email. C'est mail. De moi? C'est un mail de vous? Oui, c'est un email que j'ai envoyé. Why? Pourquoi? Je donnais des informations. Oui, mais pourquoi? Cette personne qui a reçu ce mail n'est pas membre de l'UCI. Non, mais c'est un partenaire, vous l'avez rencontré lorsque vous êtes venu à Aigle au siège de l'UCI. Vous pensez que c'est normal que quelqu'un qui n'est pas membre de l'UCI reçoive des informations confidentielles des gendarmes sur des enquêtes? Ce que j'ai essayé de faire, c'est de donner plus d'informations pour aider la police. Et c'est ce qu'on a fait. Le plus souvent possible, on donne des informations à la police sur ces individus concernés. Il a donné des informations à la police? Oui. Problème, monsieur Barfield. Les gendarmes ne donnent pas la même version. Ils n'ont jamais été au courant de ce mail et ils n'ont jamais eu de retour d'infos après. C'est ce qu'ils nous ont confirmé. Pendant ce temps-là, notre collègue italien Marco Bonarigo vient juste de garer son yacht dans le port de Monaco. Il va pouvoir poser la question à Harry. En caméra discrète, nous retrouvons Harry Gibbins à son hôtel. Surprise, Typhoon Bikes n'a pas de bureaux officiels. Celui qui nous est présenté comme un des meilleurs partenaires techniques de l'UCI a une adresse à Monaco, mais pas de siège physique sur place. Il nous reçoit au salon de son hôtel et nous lui présentons le mail. Comment vous avez eu ça? Marc m'a envoyé ce mail. Donc vous confirmez avoir reçu ce mail de Mark Barfield? Oui. Je connais le Hongrois dont il parle. Disons que... C'était pendant le Tour de France? Oui, pendant le Tour. J'ai reçu ce mail, ça parlait d'un Hongrois mais sans aucun nom cité. Et nous connaissons un ingénieur hongrois qui travaille dans cette technologie. Je l'ai contacté immédiatement car il travaillait pour nous à l'époque durant le Tour. Es-tu sur le Tour? Lui ai-je demandé. Non. Il m'a dit non. Car s'il l'avait été, il aurait été immédiatement viré. Donc vous lui avez transféré le mail de l'UCI? Oui, à ce Hongrois. Oui, mais j'ai d'abord essayé de l'appeler. Mais il m'a dit qu'il n'était pas sur le Tour de France. Une fuite sur des enquêtes de gendarmerie venant d'un haut responsable de l'UCI. Une société privée proche de l'UCI qui emploie un ingénieur à la réputation sulfureuse et qui bénéficie de ces informations confidentielles. Pour eux, des pratiques tout à fait normales. Reste à savoir ce que vont en penser le peloton et le monde du cyclisme. Ah,
va bien. Depuis 1 an et demi, plus de 40 000 vélos ont été contrôlés grâce à la tablette magnétique de l'Union cycliste internationale. 40 000 contrôles et un seul moteur de trouvé, début 2016. Depuis, plus rien. Donc, tout va bien. Durant le dernier Tour de France, les nombreux changements de matériel en course ou les soucis techniques, on peut soulever parfois des questions. Je suis surpris par Froome là, qui règle son compteur. Je n'arrive pas bien à comprendre dans ce moment délicat de la course qu'est-ce qu'il bricole avec son compteur. Mais jamais en lien avec une quelconque fraude technologique. Sur le Tour 2017, l'UCI a contrôlé plus de 4000 vélos, tous négatifs. Et tout cela, nous le devons donc à cette tablette qui nous était présentée en mai 2016 par l'UCI comme sa meilleure arme. Mais l'arme contre quoi, au fait ? Voici ce que l'UCI recherche selon sa démonstration de l'époque. Un gros moteur caché dans le tube de selle d'un vélo, pris ici en caméra thermique, est raccordé directement au pédalier. Une technologie datant d'au moins une dizaine d'années. Et bon, vous le savez, nous à Stade 2, on était un peu tatillons. On se posait déjà une question en 2016. Est-ce que cette tablette fonctionne aussi bien avec les moteurs dernier cri ? Des moteurs du genre de celui que vous allez voir maintenant et que personne n'a encore jamais vu. Il y a 1 an, notre fameux ingénieur hongrois, vous le reconnaissez, oui, Stefano Vargas, l'inventeur des moteurs cachés, nous avait invités en privé à une démonstration de ce qu'il a baptisé la roue magique. Quand on bloque les pédales, la roue continue de tourner toute seule. Là, on est sûr que le moteur n'est pas dans le pédalier, mais bien caché dans le milieu de la roue arrière. C'est une roue normale, avec le moteur et la batterie à l'intérieur. C'est une roue pour petit budget. La puissance ? C'est spécial. Ça peut monter jusqu'à 3000 watts. Le poids ? 3,8 kg. Le poids et la puissance minimale ? On peut faire ce qu'on veut. On peut faire 40 watts pour 30 minutes. Le poids dépend de la puissance et de l'autonomie voulue. C'est tout. Et ça marche uniquement par télécommande ? Oui. Et avec le cardio, c'est pareil. Au minimum, 40 watts pendant 30 minutes, télécommandé, dans la roue arrière. Cela représente une aide de 10% de la puissance maximale d'un top coureur en montagne. Alors question, est-ce que la tablette de l'UCI peut détecter ce genre de moteur discret ? Pour le savoir, il fallait la tester, cette tablette. Pour la tester, il fallait s'en faire prêter 1 ou 2. On a longtemps cherché. Et puis un matin, alors que je lisais mon magazine de vélo favori... Ouais. Voilà, ça c'est la version officielle pour vous dire qu'un journaliste doit protéger ses sources. Enfin, ce qu'on peut vous dire aussi, c'est que ça s'est passé dans un bar et que ce qu'on nous a livré, ce sont bien les tablettes de l'UCI. Et que la tablette magnétique de l'UCI détecte au moins la tablette de l'UCI. Bon, maintenant qu'on a les tablettes qu'aucun journaliste n'a jamais eues en main jusque-là, allons les tester. En route pour l'Allemagne. Nous avons rendez-vous à l'université de Saarbrück. On trouve ici un des laboratoires de mesure les plus réputés au monde, qui travaille pour les plus grands groupes industriels allemands, le Fraunhofer Institute. Hello guys. Nous avons rendez-vous avec 3 jeunes ingénieurs-chercheurs et toute la rigueur de la science allemande. Premier test simple avec Christopher. Qu'est-ce que détecte la tablette et aussi, qu'est-ce qu'elle ne détecte pas ? Voici donc une baguette de cuivre qui contient du fer et donc émet du ferromagnétisme. Et on voit que le ferromagnétisme fait réagir le détecteur. Mais par contre, si je prends ce tube d'aluminium, qui n'est pas ferromagnétique, eh bien, il n'y a pas de réaction. Ce qui prouve que tout ce qui n'est pas ferromagnétique n'est pas détecté. Ensuite, nous l'avons testé avec une plaque de carbone et à l'intérieur un moteur électrique. Et on voit que ça détecte. Donc on peut voir que le moteur est éteint, il est dans le carbone et que ça marche. On est d'accord ? Exactement. La tablette de l'UCI fonctionne donc avec l'aimant installé à l'intérieur de chaque tablette ou de chaque téléphone. Avec l'application, elle traduit la réaction aux matériaux contenant du fer,
car ils émettent du magnétisme, comme les bobines de cuivre des moteurs électriques. Jusque-là, ça marche. Mais cette tablette, les ingénieurs du Fraunhofer l'ont aussi passée au rayon X. Confirmation, il s'agit bien d'un iPad 3 du commerce, tout ce qu'il y a de plus classique. Mais dans la coque, ils ont trouvé un petit machin. Ici, on découvre implanté dans la coque de protection un petit aimant. C'est le même magnète qu'on peut trouver sur mon frigo. Oui, absolument. C'est un magnète tout à fait standard. Et en ce qui concerne l'application, c'est une appli complètement standard qu'on peut télécharger. Elle fonctionne avec le système magnétique de la tablette. Et avec cette application, on peut détecter les métaux. Donc un système assez basique, dont les essentiels éléments peuvent se trouver dans le commerce. Et si on faisait le test avec un téléphone, Andreas, get your phone. Oui, j'ai un iPhone, tout à fait standard. On peut faire le même test? Oui, on peut faire un petit test simple avec une appli que j'ai téléchargée moi-même. Gratuite? Très peu chère, presque gratuite. Nous avons une structure avec un moteur électrique éteint dans du carbone. Et quand on approche le détecteur, eh bien, on a un signal. Voilà. Pour pratiquement rien, avec votre téléphone, vous aussi, vous pouvez chez vous chasser le moteur électrique caché. Mais il fallait pousser le test un peu plus loin. Pour cela, le patron du labo, le professeur Bernd Valeske, une sommité mondiale des systèmes de mesure, nous a rejoints. Et il est impatient, le professeur, car nous attendons un invité. Et oui, encore lui, mais avec la barbe. Il est spécialement venu de Hongrie avec du matos. Le test grandeur nature commence d'abord avec un vélo motorisé classique, un moteur électrique dans le tube de selle, juste au-dessus du pédalier, vous le voyez ici. Mais on va rapidement s'apercevoir que, même avec ce système ancien, il y a beaucoup de sources d'erreurs possibles, ce qu'on appelle des faux positifs. Car chaque pièce métallique... Là, le pédalier... fait réagir la tablette. Là, la vis. Et là, le moteur. Si bien que notre ingénieur se trompe sur l'emplacement du moteur. Non, il n'y a pas de moteur là. Revenez en arrière, je vous montre. Vous voyez là? Là, c'est la vis. C'est seulement la vis. Vous voyez? Parce que le moteur, il est là et ça affiche 0. Quand on refait le test très lentement, on détecte enfin le moteur. Ici, le pédalier, comme sur les autres vélos. Et là, le moteur, la vis, la batterie et les câbles. C'est sans doute pour cela que l'UCI forme ses contrôleurs pour être encore plus calés qu'un ingénieur du Fraunhofer. Problème, si vous passez à cette vitesse, comme certains contrôles que nous avons vus sur des courses depuis 1 an et demi, eh bien là, dans ce cas, vous avez beaucoup moins de chances de faire la différence entre un moteur, une vis, un pédalier ou quoi que ce soit d'autre. Pour la détection avec cette tablette, ça peut marcher, mais vous devez être très près. Toutes ces pièces métalliques ou ferromagnétiques produisent aussi un signal qui peut masquer le vrai signal qu'on recherche. Et donc c'est très difficile de savoir s'il y a une pièce cachée. Pour le professeur Valeske, la tablette peut donc marcher, mais les fausses alarmes compliquent beaucoup les choses. Quant à Stefano Vargas, un des premiers à avoir installé des moteurs cachés dans les vélos, il est beaucoup plus tranchant. Ce n'est pas un vélo de tricheur, c'est un vélo normal. Mais si vous avez l'argent, vous pouvez faire un vélo, même avec le détecteur, vous ne verrez rien. Si je mets dans le tube une double épaisseur de carbone autour du moteur, avec cette tablette, vous la passez et vous ne voyez rien. C'est facile à cacher. C'est juste une question de budget. Je vous l'ai déjà dit il y a longtemps quand cette histoire de tablette est apparue. Ça donne de faux résultats. Pour la tablette de l'UCI, les choses maintenant vont encore se compliquer. Avec cette roue masquée sous du plastique pour qu'on ne reconnaisse pas la marque d'origine,
avant la modification artisanale qu'elle a subie. Quand on la passe au rayon X, voilà ce qu'elle révèle. Au rayon X, on voit tout. On voit chaque bobinage à l'intérieur du moteur. Il s'agit de la fameuse roue magique de Stefano que nous avons vu tourner toute seule tout à l'heure avec le moteur au milieu. On voit la structure, c'est pas une blague. Passons donc ce gros moteur de 3000 watts au test de la tablette. Ça, c'est l'axe. Sur l'axe, c'est pareil. Ouais. Maintenant, la roue du côté du pignon. D'un côté comme de l'autre de la roue, la tablette ne fait pas la différence entre l'axe, la roue, le moteur ou le pignon. Le champ du pignon masque le moteur. Ou peut-être le pignon et le moteur, mais il n'y a pas de différence entre seulement pignon et moteur. On ne peut pas les distinguer en fait. Les pignons masquent dans tous les cas le moteur, donc ça ne fait aucune différence s'il y a un moteur ou pas de moteur, le signal est toujours le même. Et Stefano, il y a bien un moteur dedans? Oui, bien sûr. Selon notre expérience, on pourrait donc cacher un moteur électrique dans la roue arrière d'un vélo et passer complètement à travers les contrôles. Enfin, une petite dernière pour la route, le fameux prototype de roue électromagnétique en alliages spéciaux que Stefano nous avait dévoilé l'an dernier. Ça n'a rien à voir avec un moteur. C'est un système électromagnétique. Ça marche comme un booster. Et là, alors qu'on voit tout l'appareillage à travers la jante ajourée, à part une réaction sur un rayon, la tablette reste muette, zéro. Même si on teste là, ben il se passe rien. Ça, c'est une partie métallique. On voit les indications, mais sur des pièces non ferromagnétiques, bien sûr, on n'a aucune chance de les détecter. Voici donc le bilan de nos tests. Nous verrons que l'UCI, elle, n'est pas allée aussi loin. Si le moteur n'est pas très perfectionné, alors vous pouvez le détecter, mais avec un moteur perfectionné, comme on l'a vu, c'est plus difficile à détecter. Même si cet outil marche. Mais ce principe lui-même n'est pas le meilleur moyen de détecter des moteurs. C'est un outil basique, c'est une première idée. Mais c'est sûr, ce n'est pas suffisant. Vous avez besoin de collaboration entre différentes techniques pour être sûr qu'il n'y a pas de moteur ou d'installation cachée. Quand nous l'avons contacté mi-août pour lui présenter le résultat de nos tests, l'UCI a refusé de nous accorder une interview. Et puis cette semaine, nous recevons ceci. Un bilan de test effectué sur cette tablette que l'UCI a commandé à un laboratoire américain en mars dernier, mais qu'elle gardait dans ses tiroirs. La conclusion du laboratoire Microbac, la tablette est fiable à 100% pour détecter un moteur. Le problème, pour arriver à ce résultat, il faut beaucoup de conditions. D'abord, qu'elle soit manipulée par un opérateur spécialement formé. Logique. Puis, que le détecteur soit au plus à 10 mm de distance du cadre. Ensuite, il faut savoir faire la différence entre les nombreuses fausses alarmes et les vraies. Sur ce bilan, seulement une alarme sur 3 est vraie. Donc, 2/3 des alarmes sont des fausses, comme notre test l'a démontré. Mais surtout, l'UCI a demandé à ce laboratoire de ne tester qu'un seul type de moteur, la version classique et ancienne du moteur dans le tube de sel. Rien sur les moteurs dans les pignons ou sur des roues magnétiques comme celle de Stefano Vargas. Contrairement à nous, l'UCI n'a pas confronté sa tablette aux dernières technologies à la disposition des tricheurs. Alors après cela, on s'est posé une dernière question. Mais au fait, c'est qui le fabricant de cette fameuse tablette? Encore une fois, l'UCI nous répond par mail. Mais jamais le nom de la compagnie n'est cité. Impossible de savoir combien de sociétés ont été contactées avant de faire le choix. Rien sur le montant et les conditions du contrat. L'UCI nous écrit. Cette société est spécialisée dans le développement d'applications à usage médical.
fournissant des solutions permettant de scanner et de rechercher. C'est une petite mais experte start-up, avec des équipes très qualifiées en logiciel, en ingénierie mécanique et électrique et en robotique. Bon, si on n'avait pas pris nos précautions avec ça, on serait resté dans le vague. Heureusement, cet hiver, une de nos collègues de Londres est allée rencontrer cette mystérieuse petite boîte choisie par l'UCI. En Angleterre, 200 km au nord de Londres, dans le berceau du hard rock anglais, Birmingham. Avant, ici, 4 copains anglais montaient un groupe de rock. Maintenant, ils lancent une start-up. Endoscope Eye, c'est son nom. À la base, ils ont inventé une application médicale ingénieuse pour faciliter les diagnostics de votre médecin pour les oreilles ou la gorge. Super. Mais comment sont-ils passés d'un endoscope téléphone médical à une tablette magnétique cycliste? Ça, c'est visiblement un secret. Pour l'UCI, on pensait utiliser notre endoscope et le smartphone pour enregistrer le process. Mais on a trouvé une nouvelle approche, beaucoup plus efficace. Et qu'est-ce que c'est? Je ne crois pas que je peux vous dire ça. Précision, Endoscope Eye n'a pas de bureau fixe. Celui où nous sommes ici a été loué spécialement pour le tournage un après-midi. Précision, Endoscope Eye n'a pas de salariés. On ne sait ni où ni comment sont mises au point les tablettes. Et maintenant, nous allons pénétrer dans la salle du conseil d'administration, la cuisine du pavillon d'un des associés, 2 médecins, un ingénieur et un développeur de logiciels. Ces 4 garçons dans le vent de la technologie connaissent un succès certain avec leur application médicale. Mais leur plus gros contrat est venu de l'UCI et d'un domaine où jusque-là, ils n'avaient aucune référence. Ils n'ont pas répondu à nos mails. En quittant Birmingham, on fait le bilan. Malgré des mois d'enquête, des dizaines d'heures de tests, des rayons X et 2 laboratoires, cette petite tablette nous réserverait-elle encore des secrets? Question tablette. À la fin de notre 3e enquête, on a quand même envie de passer du magnétisme au magnésium.